Bonjour et bienvenue dans Insubmersible. Aujourd'hui, je reçois Marielle, une maman solo de 2 garçons qui partage avec nous son parcours de maternité sans filtre. Entre les joies et les défis de la maternité, Marielle nous parle de ses expériences, de ses peurs et des apprentissages qu'elle a tirés. Préparez-vous à entendre un témoignage authentique et inspirant. Bonne écoute! Salut Marielle, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui au micro d'Insubmersible pour parler de maternité sans filtre. Comment vas-tu? Bonjour Alicia, bah écoute, très bien, merci. Je suis ravie de pouvoir partager aussi mon expérience, ce que j'ai vécu et de pouvoir en faire profiter tout le monde. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de la façon dont tu le souhaites et présenter ta petite tribu? Ok, bah écoute, je suis une maman solo maintenant depuis 6 ans. J'ai deux enfants, deux garçons, un de 17 ans et l'autre de 13 ans. J'ai un travail assez prenant, mais avec la nouvelle organisation et le télétravail, j'arrive à m'occuper pas mal de mes deux garçons, à lier, on va dire, le travail et le perso de façon plutôt positive. Et ça permet de gérer toute la logistique au quotidien, qui n'est pas toujours évidente avec deux enfants. J'imagine. Et est-ce que tu as toujours voulu être maman? J'ai toujours voulu être maman. Franchement, du plus loin que je me souvienne, je pense que j'ai commencé à faire du babysitting à l'âge de 12 ans à peu près, bah, donc assez tôt. J'étais assez responsable quand j'étais ado, donc du coup j'aimais beaucoup les enfants et c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionnée. J'aimais beaucoup m'occuper des enfants. Les parents du coup me faisaient pas mal confiance parce qu'ils voyaient que j'étais assez responsable et du coup depuis mes plus jeunes années, je dirais presque, j'ai toujours eu cette fibre maternelle à avoir envie d'avoir des enfants le plus tôt possible. Bon, après, la vie fait que, voilà. Au final, je les ai pas eu si tôt que ça parce que j'ai eu le premier à 32 ans. Mais oui, j'ai toujours eu cette envie vraiment d'avoir des enfants, ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu l'expliques par quelque chose en particulier ou... Non, je sais pas comment l'expliquer. C'était ancré en moi. C'était comme un besoin que j'avais et besoin de m'occuper d'enfants, de protéger. Je me rappelle que quand j'étais enfant, toute petite, j'ai vécu en Afrique quelques années avec mes parents, de 7 à 10 ans. Déjà, à cette époque-là, j'avais un poupon qui ressemblait vraiment à un vrai bébé. Et mes parents m'avaient fait faire sur mesure en rotin par des artisans locaux, une chaise haute, un petit lit, enfin tout ce qu'il fallait pour le bébé. Et je m'en occupais vraiment comme d'un bébé. Quand je partais à l'école le matin, enfin, je le réveillais le matin, je lui donnais à manger, je le changeais, je lui faisais sa toilette. Et je demandais à ma mère de veiller sur lui quand j'étais à l'école. Et le soir, quand j'arrivais, bah, rebelote, enfin, je m'en occupais comme d'un vrai bébé, en fait. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça remonte vraiment à mes plus jeunes années, en fait. Cette fibre maternelle qui est vraiment innée. Je sais pas l'expliquer plus que ça. C'était vraiment en moi, ouais. Ah, c'est très chouette. Et du coup, quand tu es tombée enceinte pour la première fois, est-ce que tu as aimé cette sensation de porter un enfant? Est-ce que tu as bien vécu ta grossesse? Comment ça s'est passé pour toi? La toute première, en fait, ça s'est pas très bien passé puisque j'ai fait une fausse couche. Donc, première fois que je tombe enceinte, j'ai fait une fausse couche. Donc, assez rapidement, je pense à 2 mois à peu près de grossesse. Donc, du coup, un peu compliqué forcément. Il faut passer au-delà, se dire bon, bah, on s'y remet. Surtout qu'en fait, la fausse couche en elle-même, c'est pas très bien passé. J'ai dû après faire un curtage, etc. Donc, c'était pas évident. Donc, psychologiquement, on a une petite période de flottement forcément, très triste. Et il faut passer au-dessus. Donc, on s'y est remis assez rapidement. Et je pense que même pas un an après, je suis retombée enceinte. Et là, du coup, je dirais que ma grossesse, j'étais assez anxieuse pendant ma grossesse. Bah, forcément, peur de perdre le bébé. Surtout qu'au bout de 2 mois et demi, on est parti en vacances en voiture et je pense que, enfin, la voiture n'était pas conseillée apparemment au début de grossesse, ce que j'ai appris après. C'est que j'ai dû avoir des petites contractions qui ont déclenché un décollement de placenta. J'ai dû rester allongée 2 semaines. Donc déjà que j'avais cette peur de le perdre au départ, du coup, cette frayeur en plus. Donc tout ça pour dire que ma grossesse n'a pas été très sereine. J'étais assez stressée, toujours peur de le perdre, que ça se passe mal. Mais évidemment, émerveillée en même temps de porter un enfant, de voir toute cette évolution, le corps qui se transforme, sentir le bébé grandir, etc., bouger après, c'est sûr que c'est fabuleux. Donc oui, oui, ça, c'était incroyable à vivre au fil des mois. Malgré cette angoisse constante, c'était assez incroyable, ouais, de vivre ça. Et est-ce que tu as vécu du coup différemment tes 2 grossesses, tes 2 maternités? Oui, complètement, parce que du coup, ce stress et cette anxiété que j'avais pour le premier, je l'ai pas vécu du tout de la même façon pour le deuxième. J'étais beaucoup plus relax et de fait un peu détachée puisque j'étais pas
complètement axée puisqu'il fallait que je m'occupe du premier. Donc j'étais un peu moins centrée sur moi, ma grossesse, on va dire, je pense. En plus, je me disais, bon, ça marche une fois, pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois? Donc j'étais moins stressée, moins anxieuse, oui. Je pense que j'ai plus profité de la grossesse pour le deuxième, en ayant toujours le premier, mais je pense que j'ai plus profité de la grossesse en elle-même, étant donné que j'étais plus relax, quoi, moins anxieuse. Et du coup, comment tu as vécu ton postpartum pour le deuxième, sachant que tu en avais déjà un qui n'était pas non plus très très grand? Comment ça s'est passé pour toi cette phase-là? Le premier a été assez difficile. C'est un enfant, assez difficile qui dormait pas beaucoup, qui pleurait beaucoup, qui a fait pas mal de coliques, du nourrisson, donc voilà, pas simple le premier. Il a fait ses nuits à 2 ans et demi, enfin voilà, vraiment pas évident, donc on a mis 4 ans à s'y remettre, donc ils avaient quand même 4 ans d'écart, les 2. Et le premier ayant été assez compliqué, je sais pas. Alors après, on dit que comme ils ressentent tout, je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que c'est le fait que j'avais été tellement anxieuse pendant ma première grossesse qui fait que lui était un enfant pas facile et qui aujourd'hui d'ailleurs a toujours un tempérament un peu anxieux. Je sais pas si ça peut avoir un lien. Mais du coup, je me suis dit pour le deuxième qu'il fallait que je m'y prenne un peu différemment. Parce que avec le recul, j'ai pensé que le premier, en fait, peut-être n'a pas été assez, entre guillemets, réconforté à la naissance, parce que bon, ils sortent du ventre et donc du coup, on dit que pour eux, c'est un choc lorsqu'ils sortent de notre ventre, etc. Et donc moi, je me suis toujours dit, avec le recul maintenant, que il a dû manquer d'assurance ou quelque chose lui a manqué quand il était petit, quand il est né. En plus, c'est le premier, on ne sait jamais trop comment faire, on a les conseils de tout le monde, des parents, de la famille, des amis, des pédiatres, et qui disent qu'il faut faire attention, qu'il faut les laisser pleurer s'ils pleurent trop. Ce que j'ai essayé de faire, mais c'était très dur. Donc voilà, je sais pas. Je pense que peut-être que j'aurais dû m'y prendre différemment, ou peut-être pas le laisser pleurer justement parce que lui, il avait besoin d'autre chose que ça. Je ne sais pas. En tout cas, pour le deuxième, quand le deuxième est né, entre-temps, j'avais entendu parler du portage. Et j'avais une amie qui donnait des cours de portage et qui expliquait les bienfaits justement de ce système. Donc du coup, j'ai tout de suite acheté une écharpe de portage et le deuxième, je l'ai tout de suite porté sur moi. Je le portais sur moi non-stop, 24 heures sur 24, tout le temps. Je dormais semi-assis, semi-couché pour l'avoir toujours sur moi. Donc tout le monde me disait que j'étais complètement dingue, que j'allais jamais pouvoir le poser. Mais du coup, au bout de 3 mois, donc 3 mois pleins sur moi, non-stop, tout le temps, en écharpe. Je cuisinais, je faisais un peu de ménage, enfin, je faisais vraiment beaucoup de choses avec lui. Et au bout de 3 mois complets, donc début du quatrième mois, je l'ai posé et je n'ai jamais eu un seul problème avec lui. Il a fait ses nuits tout de suite. C'est un enfant qui a jamais pleuré, c'est un enfant qui a toujours été zen, tranquille, calme, même encore aujourd'hui. Tempérament complètement différent, un enfant beaucoup plus facile. Donc après, il y a forcément le caractère de l'enfant qui doit jouer. Mais je reste persuadée que cette période, du coup, lui, il a dû avoir, je pense, cette assurance, cette protection, je ne sais pas comment qualifier ça, qui l'a rasséréné et qui a fait qu'il s'est senti plus protégé, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais en tout cas, vraiment, lui, malgré le fait que je l'ai eu sur moi non-stop pendant 3 mois, quatrième mois, je l'ai posé et j'ai plus jamais eu de soucis avec lui. Vraiment. Waouh, c'est impressionnant. J'ai plein de questions du coup qui me viennent en tête en t'entendant parler de cette expérience-là. La première, c'est, t'as pas été complètement fatiguée? Finalement, tu l'as porté non-stop pendant 3 mois. Comment t'as géré, toi, ton bien-être, ta santé mentale comme physique, en fait, pendant cette période-là? En fait, effectivement, je pense que c'est de toute façon les premiers mois pour moi, les 2-3 premiers mois, on est un peu en mode cocooning, vraiment avec ses enfants, juste après l'accouchement. Donc ça m'a pas pesé, je dirais plus que le premier m'a plus pesé, alors que je le portais pas, parce que j'avais l'impression que je ne pouvais jamais rien faire, que je devais être toujours à côté de lui. Même aller prendre une douche, c'était compliqué, on va dire. Alors que là, avec le deuxième, comme je l'avais en écharpe tout le temps, le peu de temps que je le posais ou que son père le prenait un petit peu, du coup, il était plus zen, plus calme, ça se passait bien. Et donc, du coup, ben, paradoxalement, j'ai eu l'impression de plus en profiter. Pour moi, c'était pas une contrainte en fait. Je l'avais sur moi, c'était limite presque comme si il était encore dans mon ventre. Enfin, c'est exagéré, mais c'était un peu ça en fait. Et je trouvais ça moins contraignant que ce que j'avais vécu avec le premier, avoir un enfant qui pleurait tout le temps, que je n'arrivais pas à faire dormir, qui était vraiment difficile. Pour moi, malgré ça, j'ai trouvé ça plus facile avec le deuxième. Alors, oui, c'est sûr que j'étais plus en mode cocooning et que le côté, on va dire, c'est sûr, plus à 1000% maman que femme à ce moment-là.
Mais le fait qu'après, je l'ai posé, à partir du 4e mois et qu'il a été, zen, bah, du coup, moi, j'ai pu reprendre petit à petit mes marques et retrouver un équilibre plus maman-femme. Et du coup, comment tu t'es fixé cette deadline des 3 mois finalement? Ou est-ce que c'était naturel, tu t'es dit: «Bah, c'est bon, au bout de 3 mois, je vais tenter le coup, je vais le poser» et ça a bien fonctionné? Oui, c'était un peu ça, je crois. C'est comme si je l'avais senti, en fait. Comme si lui et moi, tu vois, on avait senti que c'est bon. On avait, vécu, cette osmose, tous les 2 et qu'on était prêts, on va dire, à entamer notre vie un peu plus, à côté et pas l'un sur l'autre, l'un collé à l'autre. Et du coup, oui, c'est venu un peu naturellement. Je pense qu'au bout de 3 mois, je me suis dit: «Bon, ça y est, maintenant, il est cool, il est zen, il a l'air bien, donc je pense que c'est le bon moment». Ouais, c'était un peu intuitif, en fait. J'ai pas suivi une méthode particulière ou personne m'a dit de faire comme ça et il s'est avéré qu'effectivement, c'était le bon moment puisque ça a marché tout de suite et qu'il a fait ses nuits tout de suite, alors que le grand, les a fait à 2 ans et demi, quoi, par exemple. Mmh. Et le petit, pareil, il a été propre, assez rapidement et facilement, alors que le grand, c'était une galère aussi. Enfin, c'est vraiment étrange. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi lié au caractère de l'enfant. Je pense qu'il y a pas que ça, mais je reste persuadée que ça a joué un rôle important quand même. Mmh. C'est vrai que c'est multifactoriel et on sait jamais vraiment l'expliquer, mais après, voilà, il y a certainement des éléments, déclencheurs. Là, tu en as identifié un, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celui-là, fait certainement partie de ceux qui ont joué. Moi, j'en suis persuadée. Bon, après, je sais pas. Mais Et du coup, si tu pouvais, revenir en arrière du coup, qu'est-ce que tu dirais, à ton toi d'avant grossesse finalement? à mon moi d'avant-grossesse, c'est d'être plus zen, de prendre les choses plus tranquillement, de pas stresser, de profiter de chaque moment, parce qu'en plus, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ça passe extrêmement vite. Aussi bien la grossesse en elle-même que les premiers mois, et puis après, ça ne fait qu'accélérer, je dirais, dans le temps. Donc, ouais, ça serait vraiment ça, d'être plus zen, plus cool, de moins stresser. Ouais, vraiment, pour profiter plus, en fait. Et comment tu as géré tous les conseils que tu as eus? Tu as parlé tout à l'heure que beaucoup de personnes t'ont donné des conseils un peu divers et variés. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu les as pris positivement? Est-ce que ça a été plus finalement des questionnements que ça t'a généré? Ça dépendait des personnes. Il y a des personnes qui donnent des conseils, mais en fait, je prenais les conseils. Évidemment, tout le monde y va de son avis, ça c'est sûr. Moi, je prenais les conseils qui me convenaient le mieux, on va dire. Quand on me donnait un conseil, mais que je le sentais pas, pour moi, ça me correspondait pas, je le suivais pas forcément. Après, s'il y avait un conseil que je trouvais plus pertinent et qui pour moi faisait plus de sens par rapport à moi, ce que j'étais, moi, ce que je ressentais, du coup, là, dans ce cas-là, je l'appliquais. Mais je faisais le tri, quoi. Je faisais par rapport à ce que moi, je ressentais et ce qui me paraissait plus pertinent. Je partais pas dans tous les sens, je suivais pas tous les conseils. Mais même les pédiatres, en fait, parce que je trouve que les pédiatres, après, ça dépend aussi des pédiatres, mais les pédiatres ont tendance à essayer de donner des règles un peu toutes faites. Mais je trouve qu'après, il faut quand même adapter à soi-même, à son enfant. Alors après, bien sûr, il faut rester d'avoir du bon sens et rester dans des choses raisonnables. Mais je trouve qu'il faut toujours prendre les conseils en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on pense être bien pour son enfant. Il ne faut pas appliquer bêtement des choses qui ne nous correspondent pas et avec lesquelles on n'est pas à l'aise, quoi. Et ça, c'était une évidence pour toi dès ta première maternité? Oui, ouais, 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 c'est vraiment quelque chose. Après, je pense que ça dépend du caractère de chacun. J'ai assez rapidement, fonctionné comme ça, mais c'est pareil, c'est venu naturellement et moi, je me disais, quand il y avait des conseils qui me paraissaient, pas du tout me correspondre en tout cas, je me disais: «Non mais c'est bon, je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais faire à ma façon, tout en ayant quand même du bon sens et en sachant ce qui est bien ou pas bien». Mais après dans la façon d'appliquer, je voulais que ça me corresponde, quoi. Je voulais pas me forcer à faire des choses qui ne me convenaient pas. Donc c'était intuitif, c'est venu naturellement. Ouais, ouais, j'ai toujours à peu près fonctionné comme ça. Mmh. Donc du coup, c'est vraiment l'importance de s'écouter et de se faire confiance. Je pense. Ouais, ouais, c'est après ça dépend, il y a peut-être des personnes qui sont perdues et qui ont besoin de faire confiance à quelqu'un, mais je dirais, il faut aller vers la personne qui nous paraît la plus sensée, en qui on a le plus confiance et qui, nous semble avoir les conseils les plus pertinents. Parce que je pense moi, je l'ai vécu comme ça où j'avais l'impression intuitivement de savoir quel conseil je pouvais suivre ou pas, mais il y a des personnes qui peut-être sont plus perdues et qui auront besoin vraiment d'être accompagnées. Donc là, c'est pareil, je pense que dans tous les cas, il faut aller vers la personne avec laquelle on se sent la plus à l'aise et les conseils qui nous conviennent le mieux, pas se forcer à faire des choses qu'on sent pas du tout, quoi. Je pense que ça peut pas marcher, en fait.
Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de clé universelle, mais finalement, celle qui fonctionne, c'est quand même de réussir, même si c'est pas toujours facile, réussir à s'écouter. C'est un message, je pense qu'il faut continuer à porter, continuer à répéter, même si on sait que dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Ouais, exactement. Juste si je peux faire un partage supplémentaire, je suis en train de penser à quelque chose, c'est pas vraiment lié à ce qu'on vient de dire, mais c'est juste physiquement, parce qu'on parlait de soi, comment on se sent, et cetera. Pour moi, c'est un partage important aussi à faire, c'est que, en fait, quand on accouche, je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me disais: «OK, j'accouche, nickel, je vais sortir de la maternité, je vais être, en forme, j'aurai perdu tous mes kilos parce que j'aurai accouché, donc nickel et j'aurai mon bébé et c'est bon, tout va bien se passer». En fait, c'est pas aussi facile que ça. Donc déjà, ça dépend du bébé qu'on a parce qu'il y a des bébés faciles et d'autres qui sont pas du tout faciles, comme mon premier. Et physiquement, en fait, il faut quand même se dire que c'est pas aussi facile que ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très conscients de ça, mais moi, en tout cas, je ne l'étais pas suffisamment. Et je sais que quand je suis ressortie de la maternité, ben en fait, je continuais à mettre mes habits de grossesse, alors que moi, je pensais que j'allais pouvoir remettre tout de suite mes anciens habits. Donc, du coup, ça, c'est des petits détails, mais il faut encore vivre avec son corps un petit peu de femme enceinte, même si évidemment, on perd quand même quelques kilos à l'accouchement. Mais il faut quand même se dire que, enfin, en tout cas pour la majorité des femmes, je pense, c'est pas en un claquement de doigts qu'on retrouve son corps d'avant. Après, là-dedans, il y a aussi les hormones qui jouent, et cetera. Moi, par exemple, j'ai jamais eu d'acné, même ado, j'ai dû avoir 3 boutons. Et après mon premier accouchement, tout d'un coup, j'ai eu de l'acné, j'avais des boutons sur le menton, sur le front, truc que j'avais jamais eu. Donc ça, c'est pareil, il faut bah, le gérer, alors qu'on est en train de gérer son enfant. Tu vois. Donc voilà, c'est juste avoir ça en tête que, en fait, je trouve qu'on n'entend pas assez parler de ces petits soucis-là, qui restent des petits soucis. Je veux dire, il y a rien de dramatique, mais qui font que c'est des périodes où, avec les hormones qui nous chamboulent un peu, c'est pas évident aussi de gérer son physique en fait et d'accepter bah, les petits tracas qu'on a au quotidien suite à la grossesse. Et du coup, moi je trouve que c'est bien d'en parler, que les futures mamans soient au courant, parce que je trouve que quand on le sait, bah, du coup on se dit ok bon bah qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais avoir, plutôt que de ne pas être au courant et de penser que ça va être génial, super, que tout va rouler. Et puis en fait je trouve que c'est encore plus dur du coup de faire face à ces petits soucis du quotidien quand on n'est pas au courant. Voilà. Donc c'était juste un petit partage gratuit. Et ben c'est super et je pense qu'on gagnerait aussi à peut-être avoir un épisode, sur le sujet vraiment dédié, parce qu'on n'en parle pas du tout. En fait, c'est vraiment, en mode, très idéalisé. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des films qu'on regarde? Est-ce que ça vient des photos dans les magazines qui sont retouchées? Mais effectivement, on a l'impression que, voilà, une fois qu'on aura accouché, finalement, on va retrouver notre corps. Moi, j'étais exactement, comme toi, après mon premier accouchement et en fait, c'était pas ça. J'ai mis, à peu près 1 an à retrouver, mon corps d'avant et encore, c'était pas exactement mon corps d'avant. Les cas, il est transformé le corps, hein, de toute façon. Exactement, Des épisiotomies. Et alors que ça aussi, c'est un vrai sujet parce qu'il y en a énormément qui ont des épisios et que c'est une vraie galère aussi après l'accouchement. Pareil, il faut le savoir, quoi. exactement. Et quand on le sait, en fait, je pense qu'on est aussi un peu mieux préparé. On sait que ça peut arriver, peut-être que ça ne vous arrivera pas. Si jamais ça arrive, c'est aussi quelque chose qui est temporaire. Ça dure plus ou moins longtemps, mais à un moment donné, ça va se remettre dans l'ordre. Et je pense que ça, c'est important, voilà, pour permettre de garder de l'espoir, de continuer à avancer plus sereinement. C'est quand même, voilà, on sait qu'il y a le bout du tunnel. On ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais on sait qu'on va y arriver. Exactement, exactement. Mais du coup, comme tu dis, je pense que c'est important de le savoir qu'il y a toutes ces petites embûches parce que le fait de le savoir, bah, quelque part, ça permet de se préparer un peu et c'est moins dur du coup à vivre que quand on n'était pas du tout préparé, quoi. Est-ce qu'il y a une ressource que toi tu as utilisée au cours de tes 2 maternités et que tu recommanderais à celles qui nous écoutent pour avancer sur leur propre chemin de maternité? Ressources au sens large, ça peut être un livre, une personne que tu as consulté dans un cadre médical ou pas, un podcast que tu as entendu. Vraiment ressources au sens large. Oui, il y a des livres qui sont très bien sur la grossesse. Après, ce que j'ai en mémoire, c'est que c'était plus des livres qui expliquaient le déroulement de la grossesse, mais pas en fait tous ces petits inconvénients en fait. Enfin, ce que j'ai en tête, c'était que c'était vraiment plus sur le processus, le développement, des choses à savoir, mais ça n'évoquait pas ces petits soucis. Ah si, par contre, en discutant du coup, je pense à quelque chose, c'est j'avais suivi des cours d'accouchement mais avec une sage-femme qui faisait des cours qui étaient tournés sur le bien-être spécifiquement. Et je trouvais que ces cours étaient très bien. Ça se rapprochait un peu du yoga, plus que des cours d'accouchement en eux-mêmes. C'était très axé voilà, sur le bien-être et sur
le naturel. Et du coup, je me rappelle qu'elle apprenait à gérer la douleur. La façon dont elle nous avait appris ça, c'était extraordinaire et ça me sert encore aujourd'hui. J'ai eu des petites opérations pour des petites choses, mais et donc du coup, même encore aujourd'hui, dans le stress et la douleur, je me rappelle encore de ce qu'elle nous disait, des phrases qu'elle utilisait, où elle nous demandait de faire appel à des images, à des souvenirs et à respirer, avoir une respiration spécifique. Et ça, c'était, je trouvais génial. Ça m'avait beaucoup aidé, ça. Ouais. Est-ce que c'est pas autour de la sophrologie? Il y a pas mal de sages-femmes aussi qui proposent un accompagnement en complément du yoga, de la sophro. C'était un peu un mix de différentes approches, mais tout autour du bien-être et de la zénitude en fait, et la gestion de la douleur, et en fait qui nous apprenait, et on arrive très bien à gérer nous-mêmes en fait. Il suffit juste de pas stresser, de pas avoir peur en fait. C'est facile à dire comme ça, mais vraiment ça marchait très bien. C'était très intéressant. Alors évidemment, je ne me souviens plus exactement du nom de la méthode et du nom de la sage-femme, et c'était pour mon premier ça, et j'avais trouvé ça vraiment super. Et tu disais que tu réutilises ça encore aujourd'hui quand on a besoin. Donc c'est de la visualisation, c'est des phrases que tu te dis. Est-ce que tu peux nous en citer une par exemple? Le plus important, c'est de se dire que, par exemple, il faut avoir en tête un instant de bonheur, vraiment, et de se rappeler le moment où on l'a vécu. Ça peut être un moment, une musique ou une image ou un paysage, un instant qu'on a vécu où on était extrêmement bien, en fait, où on se sentait vraiment très bien, où on avait une sensation de bonheur. Fermer les yeux et revivre ce souvenir, revoir cette image, la garder en tête, avoir une respiration très posée, très calme, ça marche vraiment très bien. Alors peut-être que moi je l'explique pas suffisamment bien pour que ça puisse marcher, mais voilà, c'était surtout autour de ça en fait. Donc si vous êtes intéressé par cette méthodologie ou accompagnement, voilà, n'hésitez pas à creuser autour de la sophro, du yoga, de la visualisation. Il y a plein de choses qui marchent. Après, à nouveau, hein, c'est pas universel. Il faut trouver ce qui fonctionne sur soi. Et donc du coup, pas forcément prendre des sages-femmes qui ont des méthodes très conventionnées, peut-être voilà, aller voir au-delà des méthodes différentes en fait qui peuvent être très intéressantes. Bah, merci beaucoup pour ce partage, Marielle. On arrive quasiment à la fin de notre échange. J'ai une dernière question à te poser. S'il y avait un seul message que tu aimerais avoir transmis à nos auditrices et auditeurs, ce serait quoi? On nous dit tout le temps que la maternité c'est que du bonheur, mais moi je garde en tête la phrase que c'est globalement positif, mais qu'il y a quand même aussi pas mal d'embûches et de petits tracas, ce qu'on disait tout à l'heure, dont on n'est pas forcément au courant en fait. Tout n'est pas rose en fait. Évidemment, c'est génial de pouvoir mettre un enfant au monde, mais tout n'est pas rose. Voilà, juste ça. Le savoir, comme ça c'est plus facile pour affronter les petits tracas. Super. Ben, un grand merci pour ce partage. C'était très riche. J'ai appris énormément de choses au cours de notre échange. Puis merci pour ta bonne humeur et ton dynamisme habituel qui ne change pas au cours des années. Et c'est très chouette. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. C'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Insubmersible. La sincérité de Marielle sur les hauts et les bas de la maternité nous rappelle qu'il n'y a pas de recette miracle et que la bonne recette, c'est celle que vous aurez choisie pour vous. Chacun avance à sa façon et à son rythme sur son chemin de maternité et c'est complètement OK. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à rejoindre la communauté Insubmersible sur les réseaux. Je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.